L'Europe doit totalement revoir son logiciel géopolitique. Il y a une augmentation de la menace russe qui augmente ses dépenses militaires de façon significative. Il y a surtout ce lâchage américain qui met fin à une période de 80 ans. Et puis aussi le défi chinois dont il faut évidemment tenir compte. Et par rapport à ceci, l'Europe, elle est isolée. Et elle n'est pas unie parce qu'il y a encore des réponses différentes pour certains pays européens. Ce sur quoi on est d'accord, c'est d'augmenter les dépenses militaires, de continuer à aider l'Ukraine, mais sur le reste, il y a des divergences. Certains pays européens espèrent que les États-Unis vont changer d'avis et qu'ils vont revenir à un atlantisme traditionnel. C'est une illusion. Ils ne reviendront pas. L'autre piège, ça serait d'augmenter les dépenses militaires pour acheter des armes américaines. Ça serait quelque part récompenser Trump de son lâchage, voire de sa trahison. Et donc, s'il est nécessaire en effet d'augmenter les dépenses militaires pour faire face à la nouvelle situation, il serait paradoxal, pour ne pas dire contradictoire, de venir récompenser Trump par l'achat massif d'armes américaines. Il faut, même si c'est plus sur du moyen terme, même si ce n'est pas des réponses immédiates, renforcer la base industrielle de défense européenne et pour avoir des armes européennes et donc faire la liste des moyens qui étaient auparavant fournis par les États-Unis, qui sont désormais nécessaires d'être disponibles pour l'Europe. Sur d'autres sujets, l'Europe n'est pas unie et cela pose un problème. On n'a pas la même vision des relations avec le Sud global au moment où ces dernières, du fait de la nouvelle position américaine, deviennent plus importantes que jamais. Et de même que sur le Proche-Orient, nous sommes désunis et impuissants et cela est un problème, y compris par rapport à l'Ukraine, parce que notre discours sur le respect du droit international sur l'Ukraine est accompagné d'un total silence sur le non-respect du droit international à Gaza et au Proche-Orient, et ceci nuit à notre crédibilité. Et ce fossé entre notre insistance sur l'aspect du droit international, du droit humanitaire en Europe et sur l'Ukraine, et une fois encore notre inaction et notre silence ou des protestations purement verbales sur Gaza, notre inaction, elle est vue par les pays du Sud global, et ceci donc finalement nous fait perdre en crédibilité dans notre discours stratégique. Nous insistons sur le respect du droit, mais ce que nous disent les pays du Sud global, c'est qu'en fait on le fait par éclipse, on le fait à géométrie variable, et là c'est quand même un point de faiblesse pour les Européens. Par ailleurs, s'il faut effectivement résister à Poutine, on ne peut pas faire de la haine de Poutine et de la haine de la Russie le seul point de notre politique étrangère. Il faut élargir le scope et surtout qu'un jour ou l'autre, c'est bien avec lui qu'il faudra négocier l'arrêt de la guerre. Bien sûr, Poutine a commis des crimes de guerre, il a commis un crime d'agression, il a sur lui un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, tout ceci est exact, nous ne pouvons pas lui faire confiance, mais néanmoins, nous n'avons pas le choix. Si la guerre doit s'arrêter, c'est bien avec Poutine qu'il faudra négocier et traiter, pour parler bien avec le diable, plus avec une longue cuillère, tout simplement parce que la paix ne dépendra pas d'un autre leader et que c'est celui qui est en charge en Russie. Donc on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant Munich, 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 évitons un nouveau Munich, mais un jour ou l'autre, c'est bien avec l'adversaire qu'il faudra négocier. Et négocier avec lui, un jour ou l'autre, ne signifie pas accepter toutes ses demandes. Et si nous ne le faisons pas, eh bien cela sera fait directement sur notre tête et sur la tête des Ukrainiens par les Russes et les Américains. D'ailleurs, Zelensky lui-même se dit aujourd'hui prêt à négocier avec Poutine, ce qu'il ne voulait pas auparavant. Mais je vois un autre danger subreptice qu'on ne voit pas trop, c'est la création d'un blob en France ou en Europe. Qu'est-ce qu'un blob? Ça a été défini dans ce livre dont je recommande toujours la lecture, même s'il date un peu, The Hell of Good Intentions de Stefan Walt. Stefan Walt dit que ce blob, c'est en fait l'élite de ceux qui parlent de politique étrangère, qui en parlent ou qui la font. Pour Stefan Walt, cette case doit rester dans un consensus respectable et surtout, elle a un intérêt professionnel et personnel à une politique extérieure de plus en plus activiste. Si nous ne faisons pas un lien entre les exigences de la politique extérieure et les nécessités de la politique intérieure économique et sociale, si nous oublions au profit des questions internationales les questions nationales, nous allons ouvrir la voie au populisme. Nous allons ouvrir la voie à ceux qui disent que finalement, les élites qui décident ne prennent pas en compte les aspirations de la nation, les aspirations populaires. C'est ça qui a conduit Donald Trump à gagner les élections de 2016 parce que les Américains étaient fatigués de l'interventionnisme américain. C'est une leçon qui nous vient d'outre-Atlantique, une leçon qui nous vient d'Amérique et donc il ne faut pas l'oublier. Alors oui, musclons notre jeu, oui, augmentons les dépenses militaires, mais n'oublions pas les réalités sociales.